Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Adalbert Kahn, derrière ce pseudonyme se cache le plasticien Wojciech Janečka. Il est né en 1985 à Prague. 10 ans plus tard, il vient à Paris avec sa famille. De 2004 à 2008, il étudie le hindi à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Il se consacre à l'art conceptuel, à la peinture, à la photographie, à la vidéo, mais également au cinéma et au théâtre. Wojciech Janečka, vous êtes l'invité aujourd'hui de notre podcast Dialogue Paris-Prague. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. D'abord, d'où vient votre pseudonyme, Adalbert Kahn ? Quand j'ai commencé à peindre, je changeais de pseudo à peu près tous les ans, un peu dans la tradition des peintres japonais comme Hokusai et toute cette époque-là. Et puis après j'ai ralenti, là ça fait 10 ans que j'ai pas changé. J'ai pensé il y a 2 ans, mais j'avais un peu la flemme. Et en fait, Adalbert Kahn, ça vient de Adalbert, c'est la traduction de Wojta en français, qui est une traduction un peu absurde et médiévale, ce qui me plaisait bien parce que j'adore le Moyen-Âge et tout ce qui est les enluminures, tout ça, la littérature médiévale. Et puis Kahn, c'est parce que j'adore Bollywood, le cinéma populaire indien. Et il y a plusieurs acteurs, les plus grandes stars ne sont pas de la même famille, mais ont le même nom de famille qui est Kahn. Donc il y a Shah Rukh Khan qui est mon idole absolue, et puis après il y a Salman Khan, Amir Khan, tout ça. Vous avez voyagé plusieurs fois en Inde, et un de vos voyages très long, qui vous a fait traverser 15 pays, dont la Turquie, l'Iran, le Kazakhstan, la Serbie, a donné lieu à une exposition de photographie tableau, Beaubourg Delhi, la mission, qui a été montrée à Paris en 2020. Pourriez-vous nous parler de ce voyage et de cette exposition ? Oui, on était partis, c'était il y a 5 ans. On est parti, on s'est dit on va aller en Inde en voiture pour changer. Avec votre compagne ? Avec ma compagne de l'époque et nos 2 enfants qui avaient 5 et 6 ans. Et puis l'idée, c'était un peu un pèlerinage justement. On s'est dit on va finir devant la maison de Shah Rukh Khan, d'un de ses acteurs. On trouvait ça rigolo. Et puis le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chemin pour aller jusqu'en Inde. Les frontières terrestres de l'Inde sont quasiment toutes fermées en fait. Et du coup, on avait trouvé un truc un peu compliqué par l'Asie centrale, la Chine, le Tibet, tout ça. On n'a pas réussi en fait. Mais on est arrivé jusqu'à la frontière chinoise avec la voiture, et puis après on a survolé la Chine parce qu'on n'a pas réussi à traverser le Tibet. Mais oui, c'était génial. On a traversé plein de pays. À chaque fois, on est resté un mois en Iran, un mois en Turquie, et l'Asie centrale, qui était une grande découverte pour moi. Et ce qui était assez étonnant aussi, c'était qu'on avait prévu le voyage très peu de temps avant de partir, je dirais 3 mois peut-être avant de partir. Et la situation dans les différents pays a vraiment très très vite évolué, c'est-à-dire que les pays qui étaient un peu, qu'on s'imaginait comme un peu compliqués d'accès, comme l'Iran et tout ça, finalement c'était très simple. Et au contraire d'autres pays, comme par exemple la Turquie, qui est la Turquie avant, c'était comme aller en Espagne ou je sais pas. Et quand on y était, c'était un peu, enfin il y avait des moments qui étaient compliqués, on voyait des chars, on voyait des tanks, on est passé par des villes qui ont été plus ou moins bombardées le lendemain, enfin c'était assez étonnant. Mais oui, c'était une super expérience. Donc ensuite, vous avez travaillé pendant 3 ans sur cette exposition. Et en fait, pendant le voyage, j'ai fait une série de photos qui étaient des photos mises en scène, c'était pas des photos reportages du tout. J'avais fabriqué des petits objets, j'avais demandé à des gens de poser dans des positions précises, etc. Et il y avait un peu comme une histoire dans l'ensemble des photos, et puis je faisais des photos comme ça. Et quand je suis rentré avec ça, moi, j'ai jamais fait de photos avant, j'ai jamais exposé de photos avant. C'est pas une forme avec laquelle je suis très à l'aise. Et du coup, je me voyais pas juste exposer des photos, quoi. Et donc, j'ai commencé à fabriquer des cadres.
et je me suis inscrit dans un Fab Lab. C'est un endroit où on paye un abonnement par mois, et puis après on a accès à des machines un peu compliquées. Et du coup, je me suis formé pour découper le verre dans des formes un peu extravagantes, tout ça, et le bois avec la découpe laser, puis graver le bois et tout ça, graver le verre. Et donc j'ai passé 3 ans à faire ces cadres qui en fait font que au final c'est des photos, mais c'est tout autant un tableau ou une installation. Et ça, j'ai passé 3 ans en effet à faire cette série de cadres, donc beaucoup plus finalement que le voyage. Et je l'ai exposé à la galerie Alpha Libra dans le Marais. Moi, j'aime bien Bollywood, tout ça, donc c'est un peu kitsch, c'est un peu quand on rentrait dans la galerie, on avait l'impression de plonger dans un paquet de Haribo un peu, quoi. Mais en vrai, il y a beaucoup d'œuvres là-dedans qui étaient assez noires. Il y avait des trucs assez cyniques, et il y avait des trucs sur la mort, il y avait des trucs sur... Enfin, c'était pas que rigolo. Mais c'était quand même, j'espère, rigolo. Dans le catalogue de l'exposition, vous commentez l'œuvre intitulée Le Grand Ouzbek par ces mots. Le rapport au communisme en Asie centrale a été un choc pour moi, qui ai grandi à Prague dans une famille anticommuniste, que ce soit en Ouzbékistan, au Kazakhstan ou au Kirghizistan. J'ai été confrontée à une vraie nostalgie du communisme dans les discours des gens ou dans l'omniprésence de monuments staliniens restés intacts. Contrairement à ce qui s'est passé à Prague, en Asie centrale, l'URSS a apporté le développement et la modernité. Ça n'enlève rien aux horreurs des goulags et déportations, mais ça m'a montré cette période sous une autre lumière et cette ambiguïté m'a travaillé. Alors, la nostalgie du communisme, c'est quelque chose que l'on connaît même en République tchèque et en Europe post-communiste en général, mais j'imagine que c'est quand même un autre rapport au passé que vous avez vécu dans les pays de l'ex-URSS. Oui, je sais qu'il y a une nostalgie du communisme en République tchèque, et aussi en Pologne. Ma mère est polonaise, elle habite à Varsovie, donc j'ai un rapport avec les deux pays assez fort. Personnellement, je ne connais pas de gens qui soient nostalgiques du communisme. Je connais des gens qui sont nostalgiques de leur jeunesse qui était sous le communisme, par exemple, mais je ne connais pas personnellement des gens qui seraient nostalgiques du communisme. Donc j'ai jamais vraiment été confronté à des gens que j'aimais bien et qui me disaient à quel point la chute du communisme a été tragique pour leur vie. Et ça, en Asie centrale, c'est vrai que c'était hyper frappant. Mais en fait, déjà, ce qui était frappant, c'est que je dirais que jusqu'en Iran, en fait, tous les changements étaient très progressifs, c'est-à-dire que vous passez d'Europe de l'Ouest à l'Europe centrale, puis après la Turquie qui est un début du monde musulman mais encore très occidentalisé, puis après il y a l'Iran, et puis là quand vous passez de l'Iran, on est allé en Azerbaïdjan, et vraiment en 100 mètres vous changez d'univers. C'est une sensation très étrange, c'est-à-dire que vous êtes dans un univers qu'on dirait plus oriental, et puis en 100 mètres en fait d'un coup vous êtes dans un café avec des femmes en mini-jupe qui vous servent une bière. C'est des choses qui sont interdites en Iran. Donc il y a vraiment un changement très rapide. Et donc ce premier café où j'arrive, le serveur tout de suite me raconte les horreurs staliniennes. Je lui ai rien demandé, je lui ai juste dit on vient d'arriver. Et il a passé un quart d'heure à m'expliquer les déportations qu'il y a eu dans sa famille, etc. Donc le premier contact était pas du tout nostalgique envers le communisme, mais après, à plusieurs reprises, déjà on se rend compte que la Russie est omniprésente. Par exemple, on devait aller dans un hôpital et quelqu'un m'a proposé, il y a soit un hôpital soviétique, soit un hôpital ouzbek. On était en Ouzbékistan. Donc moi, je me dis, on va dans l'hôpital ouzbek. Et la personne me regarde comme un fou et me dit, bon, vous avez même pas l'argent pour un hôpital soviétique parce qu'en fait, il était meilleur, quoi. Et c'était la même chose, les médicaments, les chaussures, je sais pas, toutes les choses un peu de meilleure qualité étaient souvent russes. Et du coup, il y a un rapport à la Russie qui est particulier, qui est en même temps une menace, c'est sûr, puisque c'est une superpuissance régionale en tout cas, et qui est juste à côté et qui a
qui a beaucoup d'influence, et en même temps, c'est aussi un rempart vis-à-vis justement d'autres voisins qui peuvent se montrer agressifs, qui peuvent et qui ont une culture très différente. Et du coup, c'est un rapport très étrange. Et en effet, quand vous traversez, alors ça dépend des pays, mais si je me trompe pas, c'est au Kyrgyzstan qu'il y en a le plus, des monuments staliniens où on a l'impression que rien n'a été enlevé. Il y a des étoiles rouges partout, certes assez rouillées, parce que je pense qu'il y en a plus des nouvelles. Mais il y a une nostalgie de ça, et puis c'est tout un univers aussi qui est en train de s'abîmer puisqu'il n'est pas rénové, etc., mais qui a un charme fou. J'ai été dans une espèce de centre comment dire, un peu de vacances où aller Gagarine en rentrant de sa fusée. C'est vrai que c'est assez drôle. Il y a des statues de social-réalisme, mais très argentées, très brillantes comme ça, de cosmonautes, de Leica et tout. C'est rigolo, c'est sympa. Vous êtes tchèque, donc votre mère est polonaise. Quand vous avez 10 ans, donc à la moitié des années 90, votre famille a quitté Prague pour Paris. Vous avez suivi votre père, diplomate. Comment s'est passé ce déménagement, ce changement de pays, de culture, de langue pour vous ? Moi, j'étais content. Je trouvais que... j'avais 10 ans, donc en fait, on m'a pas demandé mon avis. Ce qui était un peu plus compliqué, je pense, c'est que j'ai 2 sœurs et on n'est pas tous venus. Donc c'est en gros à partir de mes 10-11 ans que j'ai plus vécu avec mes sœurs et assez vite j'étais juste avec un de mes 2 parents. Mais oui, j'ai un bon souvenir de Paris. Après, j'ai appris le français très vite. Quand on est petit, on apprend vraiment très vite. Du coup, en quelques mois, j'étais dans une classe normale. Je me suis fait pas mal d'amis. Ça se passait plutôt bien. Après, je suis revenu 2 ans à Prague, et après, je suis revenu pour le lycée. Alors là, j'ai passé une sale année. J'ai passé la première année, j'avais 0 ami. C'était vraiment. En fait, ça se joue à des petites différences. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est parce qu'on est tchèque. On a l'impression qu'il y a juste plus une espèce de manque de repères, mais qui sont des petits repères. Donc on ne voit pas qu'il y a un manque de repères. La mode vestimentaire, la musique écoutée, les choses comme ça. En fait, quand vous avez rien en commun, c'est un problème quand vous avez 15 ans. Et en même temps, vous venez pas de Chine ou d'Inde où il y a vraiment une différence qui fait que tout le monde voit la différence, quoi. Du coup, voilà, j'ai passé une année un peu compliquée. Et puis après, de nouveau, je me suis fait plein d'amis. Après, c'était super. Vous êtes artiste, peintre autodidacte. Vous avez songé, envisagé de faire des études artistiques en France ou en Tchéquie ? Non. J'ai décidé que je vais être peintre à 11 ans, je crois. Et donc, et depuis, je n'ai pas changé d'avis. Mais par contre, j'avais pas envie de faire des études d'art. Je sais pas, je crois que les artistes que j'aimais bien à l'époque n'avaient pas fait d'études d'art, et je me suis dit que j'ai pas envie d'en faire non plus. Par contre, c'était toujours mon activité principale. C'est-à-dire que j'ai fait des études de hindi aux langues et civilisations indiennes parce que ça me faisait marrer, mais j'y attachais aucune importance. Enfin, je faisais mes tableaux, j'avais un atelier, je vivais par les expos, les films que je me suis mis à faire avec des amis à ce moment-là aussi. Et c'était ça la chose importante de ma vie, quoi. Ça a jamais été les études de hindi, que j'ai d'ailleurs pas fini, je crois. Enfin, je sais que j'ai pas fini, mais je sais même pas où j'en suis arrivé. Les études de hindi, c'était juste pour comprendre les Bollywood sans sous-titres. C'était pas que j'avais une ambition là-dedans. Enfin, c'est une ambition, mais... Vous avez exposé à plusieurs reprises en République tchèque. Avez-vous gardé des liens ou créé des liens aussi avec la scène artistique tchèque ? Oui, j'expose régulièrement en République tchèque. J'ai fait pas mal d'expositions là-bas avec plusieurs commissaires d'exposition avec qui je suis toujours en contact, et j'espère qu'il y aura d'autres projets en commun. Au niveau des artistes, oui, bien sûr, je suis un peu la scène tchèque, mais c'est vrai que les galeries qui m'influencent le plus, les artistes qui m'influencent le plus sont plutôt à Paris. Par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois d'exposer à Prague des choses que j'ai fait à Paris, et en arrivant à Prague, je me disais parfois que je les aurais sûrement fait un peu différemment si j'étais à Prague.
Et je pense notamment mes derniers sujets, je ne sais pas à quel point ils sont pertinents en République tchèque. Par exemple, toute la série que j'ai faite pendant le voyage dont on avait parlé tout à l'heure, c'est une série qui joue beaucoup avec le néocolonialisme, la tradition des voyages missionnaires. Ça détourne beaucoup ces aspects-là, les ONG et tout. Et je pense que c'est un sujet qui est sûrement plus d'actualité, ou plus lourd en France que en République tchèque. Je ne sais pas si ça m'aurait autant marqué. Et pareil, dans les projets que j'ai en ce moment, il y a notamment une série de vidéos que je suis en train de faire. C'est des entretiens avec des gens qui sont venus en Europe en traversant la Méditerranée. Je pense que c'est sûrement un sujet qui est plus parisien ou français que tchèque. Donc vous connaissez des gens concrets, des gens qui ont réussi à rejoindre la France? Oui. La série donc la série d'entretiens que j'ai commencé à filmer, je le fais avec un ami qui s'appelle Mamadou Alpha Diallo, qui vient de Guinée-Conakry, et qui est arrivé en France quand il avait 16-17 ans, et qui est un très bon ami. Je l'ai hébergé pendant pas mal de temps quand il est arrivé. Et donc on fait ça à deux, donc j'ai rencontré pas mal de gens par lui, et puis par des associations aussi. Et vous allez en faire un film documentaire? Je pense pas faire un film documentaire, je pense qu'on fera... ce qu'on aimerait faire, c'est une série d'entretiens, donc pas une chose longue, mais plutôt plusieurs formes courtes. On aimerait en faire une 50aine, donc c'est beaucoup, de 10 minutes chacun, à peu près. C'est vraiment plan fixe, des gens qui racontent leur histoire, et ce que j'aimerais, c'est que ça marche comme une mosaïque. C'est pas du tout quelque chose de militant ou de politique, c'est vraiment sur la vie, sur qu'est-ce que ça a représenté en fait pour eux, quelle était leur vision de la vie avant en fait, comment ça a changé leur vision de la vie, parce que on sait à quoi ressemble ce voyage, on connaît les pick-up, les Zodiac, tout ça, on a des images. Mais moi par exemple, j'avais vu plein de reportages dessus, mais avant de rencontrer des gens qui l'ont vécu, je ne savais pas du tout ce que ça avait représenté pour eux en fait. Par exemple, le premier entretien, la personne m'explique que il ne connaît pas son âge, qu'il n'a jamais compté en années, que c'est une notion qui n'existe pas du tout, qui n'existait pas du tout dans son éducation. Donc a posteriori, après, quand on lui a demandé en quelle année, par exemple, il est allé là-bas et là-bas, il m'a dit qu'il a trouvé l'astuce, c'est que il sait qu'il connaît la Champions League, et donc il sait que le Maroc a gagné contre le Mali cette année-là, donc il sait que c'était en 2016 par exemple, etc. Mais il ne comptait pas du tout en années. Et quand il raconte les choses, il dit bon, au moment de partir pour l'école coranique, je n'étais pas du tout mature. Et puis après, j'étais mature. Donc c'est plus ça qui structurait sa vision du temps. Donc quand il m'a raconté ça, après, la vision de ce voyage devient totalement différente parce que, de ce voyage, de ce périple devient totalement différente parce que ça n'a pas de sens de demander est-ce que ça a duré 11 mois, 12 mois, 6 mois, mais si pour lui, le temps, il est plus structuré par des questions de maturité, vous vous imaginez la maturité qu'il a gagnée avec ce voyage, ça correspond à ce qui pour nous serait des années en fait de vie, même si de fait c'était peut-être 11 mois ou 12 mois. Merci Wojciech Janečka pour cette interview. C'est moi, merci beaucoup. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.